Le CSA, pour Conseil supérieur de l'audiovisuel, fonctionne un peu comme son homologue français qui porte d'ailleurs le même nom. C'est un organisme indépendant du pouvoir exécutif, donc d'un ministre quelconque, mais subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les Français, c'est la francophonie belge. Alors son rôle, vérifier si tout ce qui est diffusé par les médias, mais dans l'ensemble, donc les radios, les télés, la presse, Internet, etc., respecte bien les règles définies par la loi. Donc il ne s'agit pas de censure, mais de contrôler les règles déterminées par le législateur. Et ces contrôles peuvent aller jusqu'à la fermeture d'un émetteur, comme tout récemment la radio libre Charlemagne à Liège, ou la mise en retrait d'un animateur, comme cela vient de se passer tout récemment pour une émission de la RTBF. C'est un cas très médiatisé, ça date d'il y a quelques mois à peine, puisque Benjamin Maréchal de Vivacité a été mis en vacances, ou en disponibilité, parce que son émission, c'est vous qui le dites, était considérée, à tort ou à raison, comme trop populiste. En fait, c'est une émission qui donnait une parole libre aux éditeurs dont tout le monde intervenait par téléphone, et elle était considérée par la rédaction de l'information comme trop populiste. Populiste, populaire, et bien voilà, ce sont les nouvelles dénominations ou injures inventées par certains politiques pour faire taire les gens qui osent parler vrai et raconter leur vécu. Alors c'est une question que nous avons posée au directeur du CSA, Bernardo Herrmann. Il est de notoriété publique qu'il y avait une opposition entre les gens de l'information et Vivacité, du moins lui qui animait cette émission. C'est incontestable. Ils ne se parlaient même plus en se croisant dans les couloirs. Donc il faut croire qu'il y avait des problèmes. Les gens de l'information estimant d'ailleurs qu'il n'y a que eux, en tant que journalistes, qui ont le droit d'évoquer des problèmes journalistiques et pas d'autres personnes. Enfin, soit. Et alors, quand je vois les articles qui paraissent dans la presse, on nous signale que la RTBF a quand même pris une décision qui est celle de demander à quelqu'un d'autre de remplacer Benjamin Maréchal, mais cette émission restant indépendante va être quand même chapeautée par maintenant un journaliste qui va choisir les thèmes. Donc ça veut dire qu'en gros, on ne pourra plus parler dans cette émission que des thèmes choisis par les gens de l'information. Donc quelque part, ils ont gagné. Est-ce que le CSA a un avis à donner là-dessus, ou bien c'est toujours à l'instruction? Donc l'affaire est à l'instruction, ça c'est clair. Le CSA ne se positionne pas par rapport à la RTBF. La RTBF, la guerre d'information, la guerre éventuelle, parce que voilà, je ne suis pas censé connaître ces éléments-là. Le CSA n'a pas à se positionner par rapport à d'éventuels conflits, litiges internes entre différents secteurs de la télévision. Je suis arrivé à la RTBF dans le début des années 2000, il y avait encore des gens qui avaient 55, 60, une certaine vision du service public, une certaine vision de l'administration. Et au final, ces gens, par le jeu des pensions, parfois par le jeu des décès, ont quitté la maison. Finalement, je compte sur les doigts d'une main, peut-être même pas, les gens qui étaient là le premier jour où je suis arrivé à la RTBF. Donc il y a un vrai renouvellement de génération. Sans doute que ça a un peu fait évoluer le ton, enfin ça a fait évoluer le ton. Et puis il y a eu des changements de direction aussi. On a un moment à la radio récupéré des directeurs qui venaient de la maison d'en face d'RTL. Alors beaucoup ici ont crié au loup, le loup dans la bergerie. Mais non, c'était aussi l'apparition de gens qui étaient des vrais professionnels des médias et qui n'étaient pas des professionnels de l'administration. Donc il y a deux éléments, le renouvellement de génération et puis l'arrivée de gens de médias et plus des gens de postes ou de jeux de pouvoir. Alors il y a aussi un changement de ton au niveau de la politique de la maison, mais de la politique générale. Tout un temps, il fallait tout traduire. Par exemple, un quartier d'immigrés, c'était un quartier défavorisé. Le foulard, c'était des signes ostentatoires religieux. On ne pouvait pas parler de l'islam, etc. Et dans ton émission, on aborde vraiment tous les problèmes, mais comme on les aborde dans Facebook, c'est-à-dire avec la liberté de parole des gens, parfois extrémistes, parfois pas. Et est-ce qu'on ne va pas te cataloguer de populiste ? Évidemment, il y en a beaucoup dans la maison qui trouvent que le principe même de donner la parole à des gens est un truc populiste. Donc le simple fait de donner la parole à des gens qui ne sont pas des experts ou des journalistes, c'est populiste. La grosse nouveauté, c'est qu'on a longtemps cru qu'il n'y avait que les Français qui étaient capables de faire des libres antennes, les RTL France, les Europe 1. Moi aussi, j'écoutais le journal de 13h sur RTL, Jean-Jacques Bourdin à l'époque qui faisait la libre antenne. Voilà, ça c'est mes modèles, mes références. Et on a longtemps cru qu'il n'y avait que les Français qui avaient le bagou pour faire ça. Et puis on l'a essayé en Belgique. Et effectivement, beaucoup ont crié populisme, des gens qui parlent, qui n'y connaissent rien. Et on doit bien se rendre compte au bout de
4-5 saisons, qu'il y a un potentiel, que les gens sont assez grands et intelligents en Belgique pour parler. Donc nous verrons bien quelle sera la décision qui sera prise par le Collège d'autorisation et contrôle, mais ce ne sera certainement pas une décision politique ni basée ou compte tenu des conflits éventuels internes. Je n'aimerais pas être à votre place. Ça ne doit pas être toujours facile, hein? Nous sommes là pour protéger, comme je le disais tout à l'heure, la démocratie, les citoyens, les valeurs qui ont été définies par le législateur. Je pense que c'est le plus simple, c'est la colonne vertébrale qui est la nôtre, notre code de conduite. Maintenant, on va changer de sujet. On va parler des web télé. Nous sommes une petite web télé. Il y en a, si j'ai bien vu, il y en a une vingtaine, donc 13 qui ont été plus ou moins reconnus actuellement. On va peut-être entrer dans ces 13, et faire la 14e, j'en sais rien. C'est un phénomène nouveau pour vous, non? J'ai lu que les 13 TV, les 13 web télé que vous avez actuellement répertoriés, ensemble, formaient environ 380 heures d'émission sur l'année, ce qui représente en fait le quota d'une télé régionale. Ça montre que, effectivement, ce nouveau mode de diffusion, je veux dire, est véritablement un créneau qui intéresse, je veux dire, le public, qui se diversifie dans ses modes de consommation, ça c'est sûr. Avec 27 personnes, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se diffuse dans le pays, c'est impossible, y compris dans la partie francophone. Donc je suppose que vous le réagissez surtout sur plainte. Alors, il y a deux actions possibles, effectivement, deux modes de procédure, deux modes d'approche. La première, c'est celle que vous avez citée, c'est les plaintes. La seconde, ce sont les contrôles que nous faisons annuellement. Ah, vous faites ça? Donc, chaque année, nous prenons des échantillons, on prend 1 semaine, 2 semaines d'émissions, et donc on regarde, nous avons tout un team, toute une équipe de monitoring qui regarde heure par heure si effectivement les obligations sont rencontrées, et donc ça donne lieu à un rapport qui est présenté devant le collège, qui décidera si effectivement les infractions, je veux dire, relevées sont vénielles, graves, appellent une sanction. Suite éventuelle, une sanction, un avertissement, une amende, des choses. Ma dernière question, est-ce que la télévision est appelée à disparaître? Ah, je n'ai pas de boule de cristal, comme on dit souvent, c'est un cliché. Elle est peut-être amenée de toute façon à évoluer, ça c'est sûr. La télévision de papa, eh bien, il y a de moins en moins de papas qui la regardent comme telle. Tout à fait. Et les jeunes de moins en moins. Les jeunes de moins en moins. Donc effectivement, je crois qu'il y a là aussi un dialogue à intensifier. On voit bien, je veux dire, certaines initiatives du côté de la RTBF, Tarmac, etc. On sait aussi que c'est un créneau extrêmement difficile à capter, mais faire participer les jeunes à, je veux dire, la création et au développement de leur télévision à eux, ça, je crois que c'est véritablement une bonne manière d'évoluer, une bonne manière de les impliquer.